Et j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Fourreau pour notre prochaine table ronde. Bonjour Loïc. Vous Bonjour êtes à toutes et tous. enseignant-chercheur à l'Ascensia Business School, membre du groupe de travail de l'Impact Tank sur la diversité des origines dont on parlait il y a quelques minutes à peine avec Tony Bernard et Mathias Sott. Et c'est avec vous donc qu'on va questionner, revisiter jusqu'à environ 16h30, 16h35 les pratiques en entreprise face aux enjeux de diversité, notamment dans un contexte de mondialisation, il faut bien le dire, où les origines et les parcours des individus sont de plus en plus variés. Je vous laisse la scène et la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et je vous propose qu'on accueille dès à présent nos invités que je vois au pied de l'escalier. Donc Arnaud, Gilles, Virginie et Caroline, je vous invite à nous rejoindre. Et donc j'ai le plaisir effectivement pour les 35-40 minutes à venir d'animer ce débat avec nos invités que je vais laisser dans quelques instants se présenter à vous. Ce thème, le thème de cette conférence, hein, accès à l'emploi, faut-il une nouvelle raison d'être pour la diversité en entreprise? Pourquoi cette question? On l'a évoqué juste avant avec la présentation précédente. Il n'aura échappé à personne que depuis la réélection de Donald Trump à la tête de l'administration américaine il y a tout juste un an, des vents contraires soufflent sur les politiques diversité et inclusion outre-Atlantique. Et que ce vent de défiance traverse l'Atlantique et résonne jusqu'en Europe. En France en particulier, on a aussi un contexte économique et politique plus que fragile qui vient compliquer le déploiement des pratiques en matière de diversité, et d'inclusion. Alors que justement, ces pratiques, souvent, elles sont fondées, motivées par un enjeu de performance économique. Donc, on le voit bien, les entreprises semblent peiner à déployer, à convaincre du bien fondé de ces entreprises, d'où cette question. Faut-il une nouvelle raison d'être? Faut-il changer de logiciel pour mener les politiques, les initiatives de diversité et d'inclusion en entreprise? Et donc, pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités à qui je vais vous proposer succinctement et successivement de se présenter, de présenter également leur organisation. Virginie, je vous propose de commencer. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Virginie Linard et je suis la DRH du groupe UpCoop. Donc, UpCoop, c'est une société coopérative de salariés qui milite depuis plus de 60 ans pour une économie à utilité locale et sociale. Donc, on conçoit des titres à vocation sociale et culturelle comme le chèque déjeuner, CADOC, chèque culture, voilà, à destination des salariés et des citoyens. Et depuis 2023, on est la première scope à mission de France, puisque l'idée, c'était aussi de valoriser l'ensemble des actions qu'on mène depuis ces plus de 60 ans et de les concrétiser, mais surtout de les valoriser aussi en externe et de les inscrire et de les ancrer aussi dans nos pratiques au quotidien. Voilà. Parfait, merci. Arnaud, je vous invite à prendre le relais. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis président de BDO France. Donc, on est un groupe international de conseil et d'audit. En France, on représente environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2500 collaborateurs. On accompagne de la start-up au très grand groupe sur les sujets de stratégie, sur les sujets financiers, sur les sujets RH. Et on est société à mission depuis 2021, la première dans notre secteur. Donc, j'aurai plaisir de vous expliquer ce qu'on fait et la raison pour laquelle on est partenaire depuis l'origine du sommet de l'inclusion. Merci beaucoup. Caroline. Bonjour, donc je suis directrice générale d'Impact France, qui est une organisation patronale qui représente un peu plus de 30 000 entreprises partout en France, de toute taille, de tout secteur, de la boulangerie jusqu'aux très grands groupes du CAC 40. Ils sont tous mus par le même enjeu, faire de la qualité écologique, sociale, sanitaire des biens et des produits, des services qu'ils réalisent, ce qui est sûrement ce que la France sait faire le mieux, soit un apport de compétitivité et de performance, et pas, comme c'est perçu parfois trop souvent, un boulet dont il faudrait se dépêtrer et qu'il faudrait subir plutôt qu'encourager. Voilà. Merci. Et Gilles Gâteau. Donc, directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres. L'APEC, c'est une association paritaire
Elle est gérée conjointement par les organisations patronales et syndicales. Et il se trouve qu'elle a redéfini sa raison d'être, l'APEC, il y a quelques années, en 2021, en intégrant dans la définition de notre raison d'être une action pour un marché du travail plus inclusif, qui permet de définir finalement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire pas seulement rapprocher l'offre et la demande sur un marché du travail, pas seulement accompagner des parcours professionnels ou accompagner des recrutements d'entreprises, mais le faire dans une vision aussi inclusive. Et si les cadres sont notre terrain de jeu, les cadres aujourd'hui, c'est presque un actif sur 4, entre un actif sur 5 et un actif sur 4. On y retrouve dans la population des cadres absolument tous les facteurs de discrimination et toutes les pratiques de discrimination qu'on peut encore voir perdurer entre les hommes cadres et les femmes cadres, sur le terrain salarial et d'autres, les fameux plafonds de verre, sur le handicap, sur les discriminations liées à l'origine. On va retrouver tout ça aussi dans la population cadre, donc on se sent très impliqué et on est partenaire, là aussi, depuis longtemps du sommet de l'inclusion. Très bien, merci pour ce premier tour de présentation et je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet par rapport à ce débat et cette question clé d'une nouvelle raison d'être pour la diversité en entreprise. Première question que je vous adresse, pourquoi est-il important aujourd'hui de maintenir, voire de renforcer les politiques diversité et inclusion dans les organisations et en particulier dans les entreprises? Alors, qui veut se lancer pour répondre à cette première question? Allez, je me lance. Comme ça, je pose le débat, c'est le privilège de celui qui se lance. Non, pour nous, un des sujets clés, c'est que l'entreprise doit être juste et que, au-delà d'être inclusive, bienveillante, voilà, positive, son avenir, c'est d'être juste. D'être juste, ça veut dire de représenter justement, notamment, la société et de jouer son rôle. L'économie, elle a un rôle. C'est grâce à l'économie que nos pays se sont développés, qu'on mange bien, qu'on se loge. Enfin, l'économie permet de répondre à nos besoins fondamentaux. L'économie, elle permet aussi l'émancipation, l'augmentation du niveau de vie. Enfin, jusqu'à très récemment, ça a toujours été le cas. Permet aussi une augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Enfin, tout ça a longtemps été corrélé avec la croissance de l'économie. L'enjeu, c'est que ça puisse le rester. Et c'est pas un enjeu sociétal de militants d'ONG. Hein. C'est un enjeu des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, parce que leur rôle, c'est celui-là, et qu'on ne développe aucun business dans une société fragmentée. Et donc, c'est en ça que avoir une entreprise juste est un enjeu de performance pour l'entreprise, mais aussi pour, en fait, tout le milieu économique dans lequel elle grandit. Aujourd'hui, si l'entreprise n'a plus ce rôle, n'a plus cette vocation, si travailler ne permet plus de choisir sa vie ou d'augmenter son niveau de vie, on va avoir des difficultés pour les entreprises de recrutement et de performance à court, moyen et long terme qui sont énormes. Donc, ce qui est important, et ce qu'on fait aujourd'hui avec les entreprises, c'est les accompagner justement à voir très simplement qu'est-ce que ça veut dire d'être juste. Et donc, quels sont les objectifs qu'elles doivent suivre. Et ça, c'est très compliqué, en fait, finalement, aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous dit quelle est la bonne part de salariés de quartiers prioritaires de la ville à avoir dans votre entreprise. Je demande à n'importe qui ici, alors que sûrement on est tous assez aware, on va dire, de ces questions. Bah, le chiffre, il n'est pas hyper clair. Alors, on a un chiffre clair, celui des personnes handicapées, qui a celui-là au moins marqué, a permis d'avoir un horizon. Et encore, c'est compliqué. Enfin bon, de toute façon, on pourra y revenir. Mais on a besoin aussi d'objectifs clairs qui sont ceux de l'entreprise, partagés avec ceux de la société pour pouvoir y arriver. Et donc, un objectif de justice. De juste représentation de la société telle qu'elle est aujourd'hui et de la population active telle qu'elle est aujourd'hui. Très bien. Qui veut réagir, Arnaud?
Oui, et puis ça me permettra de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Peut-être en préambule, et on en avait parlé Loïc, hein, je suis pour ma part plutôt pas tellement inquiet de ce recul sur la diversité. J'écoutais ce qui se disait dans la précédente conférence. Certes, l'administration Trump a mis la pression sur les entreprises et ce que l'on voit pour autant, et je reviendrai sur BDO dans un instant, mais ce que l'on peut voir chez nos clients, j'avais encore ce matin un comité mission avec la représentante d'un groupe du CAC 40 qui réaffirmait que pour ce groupe-là, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de grandes entreprises, les engagements qui ont été pris au titre de la diversité et l'inclusion sont maintenus, les feuilles de route sont toujours en place. Effectivement, on communiquera peut-être moins, mais je pense on le voit qu'effectivement, la communication autour de ces engagements est moindre depuis que Trump est en place. Mais pour autant, je pense que les entreprises continuent d'être engagées, continuent de s'investir. Et donc, je suis plutôt optimiste sur ce cadre-là. Pour nous en particulier, on parlait de nos engagements de mission, notre raison d'être. On a la conviction depuis 5 ans que l'entreprise est politique au sens noble du terme et qu'au-delà des engagements particuliers que chaque entreprise peut avoir et des plans d'action qui sont en place pour lutter contre les inégalités et pour ouvrir les entreprises. Je pense que c'est au rôle de l'entreprise en premier lieu de s'engager et de faire en sorte qu'on vienne corriger des inégalités qui sont dans la société. Donc je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit. Effectivement, peut-être pour revenir au titre de cette conférence, on a beaucoup présenté la diversité. Je pense qu'on a essayé de vendre à nos parties prenantes l'enjeu de la diversité uniquement et beaucoup comme un enjeu de performance. Et d'un autre côté, je pense que c'était aussi juste de le faire comme ça pour mettre la société en action. Je pense qu'il y a des études qui sont très précises, très documentées. La recherche a fait énormément de progrès pour démontrer à tous les entrepreneurs que une entreprise avec un haut niveau de diversité dans ses équipes, dans ses organes de direction, était une entreprise plus performante. Donc je pense qu'entre guillemets, la carotte de la performance pour mettre en action la société et faire que les entreprises s'engagent était une bonne chose. Pour aller un petit peu plus loin, je pense qu'effectivement, il faudra en revenir aux fondamentaux. L'entreprise est le véhicule de cohésion sociale qui est le plus important de mon point de vue dans la société. L'État peut insuffler, l'État peut réglementer, le citoyen peut s'engager, mais l'endroit où on fait entreprise, c'est l'entreprise. Et donc je pense que ça revient à dire effectivement le rôle de l'entreprise, c'est de s'engager dans la société. Le rôle de l'entreprise, c'est de lutter contre les différentes inégalités et donc de faire en sorte que les politiques de l'entreprise fassent en sorte que tout ce qu'on peut observer, tous ces dysfonctionnements, toutes ces barrières à l'emploi qu'on peut voir encore aujourd'hui en France, que chaque entreprise s'engage et fasse en sorte de s'ouvrir. C'est un peu le choix qu'on a fait nous il y a 5 ans et pourtant on est dans un secteur du conseil qui ne peut pas travailler seul. Hein. Nous, on vend des prestations de services à nos clients, donc on peut ouvrir nos process de recrutement, aller élargir nos viviers, donner leur chance à des candidats qui étaient exclus de nos cabinets jusqu'ici, mais il faut aussi que nos clients évoluent dans leur mentalité, acceptent qu'on n'est pas que des profils qui ont fait HEC ou l'ESSEC et qui viennent du 16e arrondissement. Et donc c'est pour ça que je dis il y a encore beaucoup de travail, mais je reste néanmoins assez optimiste, malgré effectivement le constat qui est juste, qu'on a des vents contraires qui nous viennent de l'Atlantique, que les entreprises européennes et qui plus est les entreprises françaises continuent de s'engager pour la diversité. Donc représentation juste, cohésion sociale. Virginie. Alors, je rejoins ce qui a été dit précédemment et je pense qu'effectivement, l'entreprise, c'est aussi la représentation de la société. Donc, on ne peut pas non plus nier tout ce que ça implique. Et le salarié, quand il arrive dans l'entreprise, il ne fait pas abstraction de tout, de là où il vient, de tout ce qu'il vit au quotidien. Donc, bien évidemment, l'entreprise, elle a aussi un rôle à jouer dans tous ces enjeux de société. Et je rejoins ce que disait Caroline. L'entreprise, elle a aussi un rôle de justice sociale, c'est-à-dire comment est-ce que par le biais de cette diversité et de toutes ces actions d'inclusivité et d'inclusion, ça permet aussi à chacun d'avoir les mêmes chances,
de pouvoir bénéficier d'un travail, de pouvoir avoir des loisirs, de pouvoir peut-être devenir propriétaire, et que l'entreprise, elle a effectivement ce rôle à jouer. Alors, nous, dans l'entreprise, chez Upcop, on est, comme je disais, on est une société coopérative native. Donc, ça fait vraiment partie de notre histoire, et notre fondateur avait fait le choix, il y a une cinquantaine d'années, de quitter Paris, le 9e arrondissement, pour aller s'installer à Gennevilliers. Donc, on est ancré aussi territorialement et localement dans le bassin de Gennevilliers. Et de fait, au quotidien, quand vous faites du recrutement, quand vous faites aussi des actions, vous vous adaptez aussi au bassin d'emploi qui est à proximité de vous. Donc, ça revient exactement à la même chose. On n'a pas non plus que des énarques, on n'a pas que des gens qui ont eu la possibilité et la chance de pouvoir faire des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. Néanmoins, on accueille des gens d'horizons différents et qui ont aussi des compétences à partager et qui ont une vraie valeur et une vraie implication, un vrai engagement dans l'entreprise aussi, parce que c'est aussi un peu du donnant-donnant. C'est-à-dire que l'entreprise, elle accueille et plus vous accueillez vos salariés dans des bonnes conditions, que vous prenez aussi en compte parfois des situations individuelles qui peuvent être très compliquées, des accidents de la vie, une situation de handicap qui intervient, un enfant aussi avec des problématiques de santé, des femmes qui sont victimes de violences, tout ça, vous l'intégrez aussi dans l'entreprise, il faut que vous en preniez de conscience. Et si vous portez cette attention et que vous donnez aussi, vous envoyez comme message que l'entreprise, elle peut être aussi un lieu de sécurité et sécurisant, en contrepartie, on rejoint avec de la performance, on permet de l'engagement, voilà, parce qu'aussi on libère nos salariés de toutes ces problématiques et de tous ces enjeux sociaux. Merci beaucoup. Oui, j'adhère totalement à la vision justice, juste place faite à toutes les diversités dans l'entreprise. Après, ayons la pleine conscience et lucidité entre nous de se dire qu'on n'y est pas encore, loin de là. Même si les entreprises s'engagent avec conviction, avec authenticité, ça ne fait pas encore tout le changement attendu, et cette juste place n'est pas encore là. Nous, on a publié l'APEC il y a quelques jours, notre baromètre annuel sur les salaires. On regarde toujours la question de la différence de salaire entre femmes et hommes chez les cadres. On la débarrasse de tous les effets de structure pour regarder vraiment même métier, même secteur, même profil. Il reste une différence de 6,8%. Cette différence n'a presque pas bougé depuis 15 ans. Elle était de 7,1%. Elle est passée à 6,8%. Donc, on voit bien que derrière la prise de conscience et les intentions, on a souvent une vraie difficulté à traduire ça rapidement. Je ne dis pas que ça ne se traduit pas, mais je dis que c'est lent et que, voilà, la grande question est quand même celle-ci. À l'échelle des générations, va-t-on attendre 130 ans pour parvenir à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ou est-ce qu'on a des mécanismes pour aller plus vite? Alors, il y a la directive transparence, toujours pas transposée. Peut-être ce sera un outil supplémentaire qui peut aider à accélérer. Et puis, selon les types de sujets qui se posent, pour donner la juste place, selon la nature des discriminations, ce n'est pas la même chose non plus. Vous l'avez dit fort justement, sur le handicap, on a aujourd'hui à la fois des mesures, des outils de mesure, à la fois des palettes de solutions qui se mettent en application. Voilà, on a réellement du progrès dans l'entreprise. À l'APEC, on est à 8,15% sur la part du handicap. On était à 6% il y a 3 ans. On voit qu'on peut, même quand on est déjà bon, encore progresser. Donc, ce mouvement-là est plus facile. On va sortir le 12 novembre une étude sur les discriminations liées à l'origine. Beaucoup plus difficile. On est plus facilement, soit dans le déni, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la difficulté à savoir comment aborder cette question. Elle ne se mesure pas, et en France, on ne peut pas la mesurer avec des outils statistiques.
pourtant elle est là, et le ressenti des intéressés et d'autres types de mesures qui ont pu être faites dans des testings et autres montrent qu'il y a une réalité. On a beaucoup de mal, alors que ce sujet est identifié depuis des décennies, on a beaucoup de mal à réellement le faire disparaître. Donc, moi, je suis optimiste aussi, comme Arnaud, à long terme. Je vois quand même qu'on a un sujet de rythme de ce changement qui crée une forme de découragement ou d'exaspération aussi, qui est une aberration économique, parce qu'on sera tous d'accord pour dire que là, à plus forte raison, dans une population active qui va décroître, on aura besoin de tous les talents. C'est vraiment l'intérêt des entreprises et de la croissance économique. Comment est-ce qu'on arrive à transformer ça et d'abord, à court terme, à résister, vous l'avez dit, à une forme de backlash qui quand même s'affirme aux États-Unis avec beaucoup de force. Alors en France, voilà, les entreprises résistent à ce type d'injonction et heureusement, et c'est très bien. Mais la menace, elle n'est pas qu'aux États-Unis, elle est aussi chez nous. Donc on a quand même des sujets de préoccupation dans lesquels l'entreprise, et là aussi je rebondis tout à fait en accord avec ce qui a été dit sur le rôle politique au bon sens du terme de l'entreprise, c'est-à-dire le fait qu'elle assume le rôle qu'elle peut jouer. C'est une institution aujourd'hui dans notre pays, l'entreprise, dans laquelle on peut avoir un vrai vivre ensemble, là où ça devient de plus en plus difficile dans le reste de la société. Alors ça, c'est un bien précieux, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs en sont conscients et ont envie non seulement de le préserver, mais de le cultiver contre pression qui, me semble-t-il, est quand même menaçante, et pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique. Merci. Et face à ce constat qu'il reste du chemin à parcourir, hein, même si effectivement on est optimiste, il y a des choses qui se mettent en place aujourd'hui. Comment justement embarquer dans la durée les équipes dans des initiatives autour de la diversité et de l'inclusion? Est-ce que vous avez une solution magique? Est-ce que vous avez des illustrations qui vont dans ce sens? Alors, je ne sais pas si je pense pas qu'on est de. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas de solution magique. Par contre, je pense qu'une chose qui est importante, c'est d'avoir un sponsoring fort qui parte du haut et qui soit effectivement incarné à tous les étages de l'entreprise, parce que sinon, toutes les actions que vous pouvez mettre en place, en fait, ça ne sert à rien, c'est pas visible. Donc voilà. Donc nous, on a la chance d'avoir un président directeur général qui est très sensible à ces sujets et effectivement qui en a fait un axe majeur du plan stratégique. Et après, ça doit se décliner dans toutes nos politiques, que ce soit le handicap, que ce soit la diversité et l'inclusion, que ce soit, on a signé un accord EGAPRO, diversité, inclusion et qualité de vie et conditions de travail. Donc je pense qu'on a le titre le plus long des accords, mais en tout cas, on l'a fait en collaboration avec les représentants du personnel. Et effectivement, c'est beaucoup de co-construction, c'est de l'écoute, c'est prendre en compte toutes ces situations diverses qu'on n'avait peut-être pas avant, ou on les avait peut-être, mais en fait, on n'en prenait pas compte. Et là, en fait, on est obligé, ce que je disais tout à l'heure, si on veut embarquer l'ensemble des salariés, il faut être attentif aussi à tous ces signaux, à toutes ces alertes, à toutes ces attentes. On a le développement des familles monoparentales. Il faut l'entreprise, elle doit pouvoir apporter des solutions pour que ces mamans ou ces papas solos puissent travailler dans des conditions correctes. Et voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Donc, de la sensibilisation, de la formation près des managers, parce que ce sont des vrais relais. C'est eux qui doivent être aussi en capacité de nous remonter des situations qui peuvent être pas inquiétantes, mais qui nécessitent de la vigilance. Donc voilà, ça doit s'incarner dans les politiques d'entreprise, dans les actions de sensibilisation, de formation, et puis aussi à tous les niveaux de l'entreprise. Et pour rebondir par rapport à ce qui était dit, nous on a un groupe international, donc effectivement aujourd'hui en France on se dit qu'on garde cette conviction et c'est quelque chose sur lequel on est complètement ancré, c'est dans notre ADN. Néanmoins, on a des filiales dans nos pays à l'international, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou dans les pays d'Europe de l'Est, où il y a aussi beaucoup de politiques inclusives qui sont remises en question. Et du coup, ça aussi, c'est important de garder aussi ces convictions et de les partager et de les faire connaître et de communiquer dessus en disant, voilà, au sein du groupe UpCoop,
on est une entreprise qui affirme cette politique diversité-inclusion et on veut la maintenir. Mais c'est compliqué au quotidien pour nos pays et nos filiales aussi pour retrouver le bon discours. Donc, voilà. Donc, exemplarité, dialogue social. Ouais. D'autres illustrations, leitmotiv? Non, mais moi, je te rejoins en disant qu'il y a un enjeu fort du dirigeant, hein, quand même. Enfin, nous, on a un mouvement de dirigeants. Évidemment, quand les dirigeants sont convaincus que c'est une partie de leur responsabilité, c'est sûr que ça facilite grandement les choses. Et le fait que ça soit porté, pas comme un plus dans l'entreprise, mais comme une manière de faire entreprise, de manière structurante, et ça rentre dans une normalité. Alors, effectivement, toi, tu as la chance d'avoir un président directeur général, je dis son nom, il s'appelle Youssef Achour. Il est un exemple même de cette diversité et on en a peu des super patrons de la diversité qui sont aussi des exemples. On a besoin de rôle modèle, on en a besoin de beaucoup plus. Et donc, on travaille beaucoup aussi sur la diversité de l'entrepreneuriat. Et on sait qu'on travaille bien en lien aussi avec la Fondation Mosaïque, c'est aussi important. Mais il y en a de plus en plus, il faut dire, qui mettent ça encore une fois, pas comme un supplément d'âme, mais comme une manière de fonctionner, d'assumer leur rôle, leur responsabilité dans la société. Pour nous, il y a un deuxième enjeu, c'est celui de la mesure. Et je le disais un peu tout à l'heure, les objectifs ne sont pas clairs. Il y a une responsabilité des acteurs publics, au grand sens du terme, qui sont démocratiquement élus, de poser les termes du débat et les objectifs. Quand on clarifie les objectifs sur le handicap, du coup, Gilles, vous disiez... Ah bah oui, on fait mieux que l'objectif. Bah oui, on se positionne par rapport à un objectif qui a été démocratiquement choisi. L'index d'égalité professionnelle aussi est un bon outil. On commence à s'équiper d'outils. Effectivement, on a un vrai enjeu sur la diversité d'origine aujourd'hui. Et on a des possibilités. Franchement, on a des chiffres qu'on peut suivre, sur lesquels on peut tous se mettre d'accord. On peut savoir le pourcentage de personnes qui sont nées dans un pays extra-européen. Ça, c'est légal. On peut suivre des chiffres qui permettent d'avoir un objectif, pas celui de faire mieux, pas celui de faire moins bien, soit celui d'avoir une moyenne et de se positionner par rapport à une moyenne. Et donc de savoir où on en est. Alors, moi, il se trouve que ce matin, je parlais de ça avec des super experts, les meilleurs experts français des référentiels sur la transition écologique et sociale, puisqu'on a créé un outil qui s'appelle l'Impact Score, qui est devenu en France le premier référentiel de transition écologique et sociale. On a plus de 1000 entreprises qui le font par mois. Et donc, ils se positionnent sur leurs enjeux d'impact social, d'impact environnemental, de partage de la valeur et du pouvoir, de manière assez simple. Et c'est toute entreprise, n'importe quelle taille, plus de 90% de TPE, PME dans les répondants. Et donc, bien sûr, là, on voulait améliorer les indicateurs sur ce volet-là. C'était ce matin, c'est vraiment pas le hasard. Et on a reparlé, effectivement, de qu'est-ce qu'on pouvait regarder avec des experts, dont certains sont ici cet après-midi. Et il en existe, mais personne ne veut aujourd'hui positionner des objectifs clairs. Et sans objectif clair, c'est un petit peu facile de dire aux entreprises, allez-y, bon voilà. Mais voilà, il y a quand même un enjeu de faire mieux. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui y travaillent. Il y a eu un index diversité qui a été travaillé, mais voilà, il est temps d'aboutir. Et quand on se mesure, c'est toujours plus facile pour avancer. C'est quand même simple. Et je pense que tout le monde est d'accord. Et puis il y a la dernière chose, c'est la collectivité. Donc un leadership, une mesure et le collectif. Comment on embarque une vision collective autour de cet enjeu de faire société en entreprise. Et pour les entreprises, avec aussi l'enjeu économique aussi, qui est quand même facilitant pour mobiliser les entreprises. C'est qu'en fait, ne pas le faire, c'est un désastre économique pour elles-mêmes. Et puis, même pour la société, ça coûte des milliards à la société de ne pas le faire. Donc, vu l'ambiance, voilà, il est possible qu'il y ait un alignement sur le fait que ça serait bien que tout le monde s'y mette. Merci. Gilles. Oui, je partage complètement ce qui a été dit. Je pense que c'est d'autant plus important d'être dans la persévérance, d'embarquer dans la durée, qu'on a un vrai enjeu de changement des regards, de changement des représentations, des préjugés, qui est nécessaire pour que les pratiques changent réellement. Et l'accompagnement, pour le coup, c'est aussi le boulot de l'APEC au quotidien. Quand on le fait avec des recruteurs, par exemple, qui ont tendance à écarter
d'emblée, certains CV, on le voit avec eux, on le travaille avec eux. Ah oui, non mais lui, il est vraiment très expérimenté, hein, pour ne pas dire très âgé. Ça ne va pas le faire au niveau du salaire, on ne pourra pas. Dire, ah oui, mais il a candidaté sur votre offre précisait la fourchette de salaire. Pourquoi vous partez du principe qu'il ne veut pas de la fourchette de salaire, vous l'avez mis dans votre offre. Et demain, avec la directive transparence, ce sera même obligatoire. Aujourd'hui, il y en a 65% des offres APEC où il y a le salaire. Bon, voilà, il y a un travail à déconstruire qui est vraiment un travail dans la durée, dans la persévérance. Évidemment que j'insisterai sur le rôle du dialogue social qui aide aussi à inscrire justement dans la durée et dans le collectif ces enjeux-là, qui ne sont pas toujours des enjeux simples, y compris du point de vue des représentants du personnel ou des organisations syndicales. Moi, dans une vie d'avant, j'étais DRH dans des grandes entreprises. Chez Air France, quand il faut dire, bon ben, Air France, tous les étés, embauche des PCB, des personnels complémentaires de bord dans les avions pour... Bon, quand on dit, alors on va arrêter de prendre systématiquement que les enfants du personnel et on va ouvrir à des recrutements de PCB plus diversifiés, comment dire, vous avez aussi quelque part des résistances qui peuvent naître. Et pareil, les stages de troisième, on le voit bien tous dans nos entreprises, comment... voilà, c'est... Donc, important d'inscrire ces actions, ces ambitions. Je suis d'accord que on manque sur certains terrains de bons instruments de mesure. Parfois, on les a et il n'empêche que ça avance lentement, à égalité salariale typiquement. Mais inscrire les choses dans la durée, oui. Chang, vous souhaitez réagir, Arnaud? Oui, alors, pour l'inscrire dans la durée, nous, c'était une des préoccupations. Comment est-ce qu'au-delà de ma conviction, de celle de mon équipe dirigeante et de l'ensemble de mes associés, comment est-ce qu'on fait que cet engagement-là reste dans le temps et même nous survive? Donc c'était aussi une des décisions qui a motivé la qualité de société à mission. Aujourd'hui, l'objectif de diversité dans les équipes, il est statutaire. Il est suivi par un comité indépendant et on est audité. Donc je dirais quoi qu'il puisse arriver, c'est aussi important pour nous que d'autres mesures de performance. Sur la mesure, je suis pleinement d'accord. Comme tout en entreprise, il faut se fixer des objectifs. Avant de se fixer des objectifs, il faut qu'on voit où est-ce qu'on en est, qu'on puisse mesurer le niveau de diversité des entreprises. Donc nous, on l'a fait il y a 1 an. On a lancé le baromètre de la diversité de la Fondation Mosaïque, qui est quelque chose qui aurait pu être clivant, je pense, quand même, quand on a interrogé nos collaborateurs, qu'on leur a dit, voilà, on leur a expliqué la démarche, pourquoi est-ce qu'on le faisait, lié à nos engagements de mission, lié à nos convictions, lié à l'objectif de performance dans les entreprises. Et donc, on a mesuré le niveau de diversité dans les équipes. On a mesuré quelle était la perception des collaborateurs sur, voilà, est-ce que vous estimez, vous, que vous travaillez dans un environnement avec un bon niveau de diversité, où l'entreprise lutte contre les discriminations. Est-ce que vous avez perçu des comportements discriminatoires chez BDO? Ça nous a donné un point d'étape et donc on sait maintenant adapter notre plan d'action pour qu'on puisse mettre des mesures concrètes avec notre équipe de direction, avec nos équipes RH. Je pense qu'il y a une évolution aussi de la manière dont on mesure la performance de l'entreprise. Je pense que jusqu'ici, et on le voit dans le risque dans l'environnement économique que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'on en revient aux fondamentaux et donc on a tendance à revenir sur le court terme et à revenir sur des mesures de la performance qui sont finalement le cash et l'EBITDA. C'est effectivement un risque. Nous, on essaie de faire évoluer la mesure de la performance pour que, évidemment, le cash et l'EBITDA restent et resteront des indicateurs clés pour l'entreprise. Mais par contre, on va venir y adjoindre le niveau de diversité dans les équipes, la parité dans les organes dirigeantes, le bilan carbone de nos différents métiers, de nos différents bureaux, et avoir une mesure de la performance qui sera plus globale et qui intégrera les sujets de diversité et de lutte contre les inégalités. Donc nous,
je dirais, c'est un engagement effectivement qui m'était propre, qui était très largement partagé par l'ensemble des associés, des actionnaires du groupe et de notre équipe de direction. C'est quelque chose qui nécessite effectivement en fonction, je pense qu'on vivra des périodes où le sujet reviendra. Il y a plein de sujets aujourd'hui, je pense, qui sont potentiellement, entre guillemets, à la mode pendant un certain temps et puis qui après se retrouvent un peu en risque. Je pense que le rôle des entreprises, c'est de faire en sorte que la gouvernance et la manière dont on pilote la performance de l'entreprise évolue et intègre sur ce sujet, mais aussi sur plein d'autres, une évolution de la manière dont les entreprises pilotent leur propre performance. Et c'est l'engagement que nous, on a pris depuis 5 ans. Merci beaucoup. Dans les 5 minutes qui nous restent, je vous propose d'aborder la dernière partie de cette conférence. Et comme dernière question, alors on l'a évoqué notamment dans des groupes internationaux, hein, que ce soit Up ou chez BDO, se poser cette question, est-ce que l'Europe et par voie de conséquence la France est à l'abri de ce retour de bâton possible, hein, que l'on constate dans d'autres pays, et à commencer par les États-Unis, et comment se mettre à l'abri, peut-être parce que c'est pas tellement de se faire peur, mais si ça devait arriver, comment se mettre à l'abri? Vous l'évoquiez, Virginie, avec peut-être déjà à certains endroits de l'Europe cette tentation-là. Oui, cette tentation. Alors après, effectivement, est-ce qu'on est à l'abri en France et en Europe? Je ne sais pas. J'espère que oui. En tout cas, je pense que des engagements forts de plusieurs entreprises et un regroupement aussi d'engagements d'entreprises, ça peut aussi permettre d'avoir une force qui est supplémentaire que si on est tout seul sur son petit îlot à défendre ses propres convictions. Voilà, je pense que la force du collectif, mais là plutôt du monde économique, peut avoir un rôle qui soit important. Nous, effectivement, on a décidé de l'inscrire dans nos politiques, de le partager aussi à l'ensemble de nos filiales et de demander à nos filiales de porter aussi ces convictions et ces politiques diversité-inclusion. L'idée, c'est pas non plus qu'on soit écarté de tout enjeu économique, voilà, mais c'est donner du sens aussi à tout ça. C'est peut-être pas de le faire non plus. Enfin, je pense qu'il faut l'adapter aussi en fonction des contextes et des situations. Mais voilà, en tout cas, moi, je pense que sur la France, d'avoir la possibilité, notamment par Impact France ou par d'autres associations qui permettent de pouvoir regrouper en fait toutes les entreprises qui ont ces mêmes convictions, ça peut avoir un poids au niveau politique, je pense. Oui, je partage. En fait, difficile de s'engager ou de répondre à la question est-ce qu'on est à l'abri en France, est-ce qu'on est à l'abri en France et en Europe. Je pense pour autant que l'Europe a quand même démontré un esprit pionnier. La France, c'est quand même le pays des Lumières. On est quand même plutôt précurseur, plutôt engagé. Je pense qu'il y a quand même une culture qui, je pense, nous prémunit d'un risque d'avoir un retour en arrière complet sur ces sujets-là. Si je devais faire le parallèle avec l'urgence climatique, je pense qu'il y a encore quelques années, on pouvait trouver des dirigeants d'entreprise qui ne mettaient pas l'enjeu de décarbonation dans les priorités de leur entreprise. Quelques années plus tard, aujourd'hui, il n'y a pas un seul dirigeant qui n'a pas compris et qui n'a pas fait évoluer son entreprise pour pouvoir décarboner son business model. Je pense que sur la diversité, donc sur le S de l'ESG, on a quand même un niveau de compréhension et un niveau d'engagement des entreprises qui est assez fort. Il y a le mouvement Impact France, je pense qu'il y a quelques années maintenant, mais qui grossit. Donc ça démontre qu'il y a quand même une volonté de l'engagement des dirigeants d'entreprise. Il n'y a pas un dirigeant que je croise aujourd'hui qui n'a pas sur sa feuille de route un engagement sur la diversité, sur l'inclusion, qui n'a pas pris conscience que c'était une responsabilité citoyenne. Et je pense que les dirigeants sont... Et il faut faire confiance aussi aux dirigeants d'entreprise. Je pense qu'ils ont une volonté de développement de leur entreprise, mais ça reste aussi des citoyens. Et je pense qu'il y a un niveau de maturité en France qui est assez important. On a des équipes aussi, on a des générations qui sont beaucoup plus engagées et beaucoup plus soucieuses de ce sujet que peut-être il y a 5 ou 10 ans. Donc il y a aussi la pression de nos propres équipes qui nous interrogent sur qu'est-ce qu'on fait sur le sujet, qui poussent les entreprises à s'engager. Donc voilà, le retour en arrière politique peut-être, et je pense qu'on n'est pas à l'abri, qui sait, dans 18 mois, d'avoir un retournement de situation. Pour autant, je pense que les entreprises continueront d'avancer, continueront de s'engager.
Alors moi, je serais moins optimiste, mais parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, et c'est ce que vous disiez aussi Arnaud, back to basic, c'est-à-dire revenons à l'enjeu, on fait de l'argent et puis voilà, le reste, on voit si ça suit. Notre enjeu collectif, c'est de dire back to basic, on va y aller, mais c'est ça le basique. Le basique, c'est d'avoir des communautés d'hommes et de femmes qui travaillent bien, qui sont divers, qui représentent la société, et que l'entreprise puisse être encore un enjeu émancipateur. C'est ça qui va faire le développement économique, le cœur du développement économique de la France. C'est pas décorrélé, c'est ça le cœur du réacteur. Et donc voilà, on voit quand même une vague potentielle de recul, mais bon, voilà, comme vous le disiez, dans les grands cycles, ça va et ça vient. Les États-Unis ont été aussi en avant de nous, on a appris d'eux pendant des années aussi. Voilà. Maintenant, c'est à nous de jouer notre rôle et de tenir la ligne. Donc des garde-fous, Gilles, en une phrase sur ce sujet, autant que possible. Je pense qu'en effet, ça dépend un peu de nous, collectivement. Je pense qu'il y a des vents mauvais qui soufflent, franchement, que le risque, il existe d'un retour en arrière, d'une libération malsaine de paroles aussi, qui ne s'expriment pas aujourd'hui, mais et qui peuvent créer à l'intérieur des collectifs et des collectifs de travail des tensions épouvantables, et à l'intérieur de la société aussi. Donc, il y a un enjeu pour maintenir à l'échelle des entreprises ce vivre ensemble dont on a besoin. Il y a aussi un enjeu à l'échelle de la société. Et voilà, je pense que les tensions vont s'aiguiser sur ce sujet. Bien, enfin bien si on peut dire. Merci pour votre engagement, merci pour votre participation et voilà. Bonne continuation. Et merci à vous, Loïc Fourreau, responsable de la chaire d'Ascensia Business School sur l'inclusion économique et la promotion de la diversité, chaire qui est coportée par la Fondation Mosaïque. Un grand merci à tous.